Épisode 5, Le pré où je suis mort, c'est écrit par Glenn Morgan et James Wong et c'est réalisé par Rob Bowman. Alors pour contextualiser l'épisode, ça se passe dans le Tennessee. Mulder et Scully déboulent avec l'ATF. Donc l'ATF, c'est l'acronyme courant de BATFE qui signifie Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, car ils reçoivent un appel anonyme pour signaler qu'une secte, le Temple des 7 étoiles, je trouve ça rigolo comme nom, on dirait du RG, posséderait illégalement des armes, donc il ne trouve rien jusqu'à ce que Mulder, en fait, guidé par une impression de déjà-vu, trouve une trappe dans le champ et parvient à temps pour empêcher un suicide collectif des 7 épouses du gourou, un certain Ephésiane. Donc ils mettent ce petit monde au frais, mais le temps est compté car pour les inculper, faut trouver les armes. Donc Mulder va cuisiner une des épouses, Melissa, qui a un profil atypique, elle souffre de personnalités multiples, comme McAvoy dans Split de Shyamalan. Sauf que ça fait pas marrer, comme quand il fait Patricia. Parmi ces personnalités, il y a un certain Sidney qui serait l'informateur mystérieux, et surtout une autre personnalité, une femme venue de la guerre de sécession et qui reconnaît en Mulder une réincarnation d'un homme issu de cette époque qu'elle a aimé et qu'elle a vu mourir. Donc cet épisode a été en fait motivé par l'envie de Glenn Morgan et James Wong de retravailler avec la comédienne Kristen Klock, qui qui était l'une des actrices principales de la série Space Above and Beyond, la fameuse série pour laquelle ils ont quitté temporairement la série X-Files entre la saison 2 et la saison 3. Bon, ça n'a pas du tout marché, en tout cas ils ont gardé très bon contact avec la famille X-Files. D'ailleurs, David Duchovny faisait un petit caméo dans un épisode de la série en tant que robot, voilà. Après, il faut savoir que Kristen Klock l'avait tapé dans l'œil du père Morgan, qui se fiancera avec elle une semaine avant le tournage. Depuis, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, donc ils sont toujours ensemble d'ailleurs, donc ce qui n'est pas si courant à Hollywood. Elle jouera dans plusieurs épisodes de la série Millennium, et elle prête aussi sa voix dans un épisode de la saison 11. Donc pour rester dans le point casting, on a Michael Massey, qui est plutôt pas mal en chef de culte. Il est dans le sous-jeu, il fait pas l'illuminé habituel, comme par exemple dans Hell Driver, voilà, de Patrick Huissier, un film qui m'amuse beaucoup, voilà, c'est un petit plaisir coupable pour ce Ghost Rider officieux et pour lequel, donc, voilà, je trouve que Nicolas Cage, il est quand même plus divertissant que David Duchovny. Et donc, dedans, vous avez aussi un chef de culte complètement illuminé. Donc, à noter que dans notre épisode, Michael Massey, donc il est décédé en 2016 d'un cancer de l'estomac. J'ai appris qu'en fait, il était le comédien qui avait tiré sur Brandon Lee avec un pistolet censé tirer à blanc. Le drame l'a évidemment totalement dévasté, l'a bouffé de l'intérieur, je pense qu'on peut comprendre. J'ai pu tomber d'ailleurs sur une interview où il affirmait qu'il était impossible en fait de se remettre d'une chose pareille. Et du coup, c'est difficile de ne pas y penser en rematant une seconde fois cet épisode, qui a déjà une ambiance lourde, déliquescente, poisseuse même, avec des relents de chants funéraires. Et en connaissant la tragédie du comédien... Alors, il faut savoir que cette tragédie, sur le tournage de The Crow, elle était antérieure de 2 ans par rapport au tournage de cet épisode. Donc, pas besoin d'être fin psychiatre pour se demander si tout ça n'a pas infusé dans le jeu de Michael Massey. L'épisode fait aussi référence à une tragédie très récente aux États-Unis. C'était l'assaut de Waco dans le Texas, où une secte avait pris position. Le Branch Davidians, c'était le nom. Les membres étaient armés. Un assaut avait été ordonné, mené par l'ATF, justement. Résultat, 86 morts, 25 enfants quand même. Donc vous avez là un épisode qui capte bien l'ambiance d'une période sombre. Et pourtant, c'est un épisode qui ne me touche pas, mais alors pas du tout. On a déjà une base qui est solide, qui est forte, avec un contexte lourd. Donc la secte, le suicide collectif, même si la série a déjà abordé dans le passé les sectes, et pas forcément de façon très virulente, voire le musée rouge, où la secte en fait était une fausse piste pour entrer en fait dans un épisode mythologique purement complotiste. Ces membres même de la secte étaient plutôt de gentils dadais en fait avec des turbans. Voilà, alors je ne dis pas non plus que Carter avait une connivence avec une secte, j'ai rien trouvé sur le sujet, mais bon, aujourd'hui je pense que ça serait un peu délicat de faire pareil. Ici, le cœur de
épisode, ou plutôt son âme, réside dans l'évocation des vies antérieures. Un sujet difficile, très peu abordé, ou alors suggéré dans un climax dans quelques films que je vous citerai après. Donc l'envie, les idées, toutes les motivations sont bonnes, mais ça déborde. Trop de vies antérieures sont évoquées, et surtout le climax émotionnel est complètement raté, hein, on va y revenir. Pour le trop-plein, on a donc une intrigue policière, un fil conducteur, donc trouver ses armes pour stopper définitivement cette secte, et rajouter des couches avec ces évocations de vie antérieure, comme le fait que l'une des personnalités issues des vies antérieures de Melissa coïncide avec une des vies passées de Mulder. Donc déjà, c'est assez casse-gueule, mais ça suffit pas, on va rajouter encore plus de vies antérieures qui se chevauchent avec d'autres, on inverse même les sexes. Une des vies antérieures de Mulder était une victime de la Shoah, arrachée à son enfant, donc c'était une femme. L'enfant d'ailleurs a un fils, et en fait c'est une vie antérieure de la sœur de Mulder, Samantha. Donc ça commence à être vraiment le bordel, mais c'est pas fini. Scully aussi aurait croisé dans une vie antérieure Mulder, mais ça suffit pas. On parle aussi de l'homme à la cigarette en officier de la Gestapo, et je crois d'ailleurs qu'on réutilisera cette idée dans une autre saison. Et même le père de Mulder, qui décidément, quelle que soit la vie et l'incarnation qu'il a eue, il a eu une vie de merde. Et puis en plus, je doute que ça soit crédible, parce que, sauf erreur de ma part, la Seconde Guerre mondiale, c'est entre 1939 et 1945. Et le père de Mulder, alors quand j'ai vu l'épisode, je connaissais pas sa date de naissance, mais ça me semblait pas cohérent, et après une petite vérification sur le wiki d'X-Files, hein, ça existe, et bien je vois qu'il serait né en 1926, donc voilà, du coup ça fonctionne pas. Je sais que certains seront extrêmement touchés par l'épisode, hein, mais j'adhère tout simplement pas. Je ne ressens pas le vertige de ces vies qui s'entrechoquent. En fait, je décroche. Je ne suis plus... et rien que pour ça, je trouve que l'objectif, il est raté. Et puis, en grande partie, à cause de l'interprétation de David Duchovny, que là, je trouve vraiment pas bon du tout. Il est atone, il est mou, il est chiant, il est monocorde. Bizarrement, il est même pas aidé par Rob Bowman, dans son long monologue sous hypnose, où il a vraiment la tronche qui est collée à l'objectif. Ça le sert vraiment pas. Il y a même un gros plan où il grimace, il force les larmes pour une prestation que je trouve très embarrassante. Sarah holds me. She is sad. She is Melissa. She lives near the battle. Hamilton County. Et c'est pareil, quand il lit le poème au début, il lit un poème de Robert Browning, un poète du 19e, il me semble, ça s'appelle Paracelsus, et le texte il est beau, hein, en fait, j'ai même envie de m'acheter le recueil de poèmes en anglais, mais par contre, voilà, raconté par Duchovny, c'est chiant, c'est monocorde. Je trouve aussi que ça apporte une touche autorisante, un petit peu lourdingue. But scattered wrecks enough of it to remain dim memories. Donc voilà, je vous avoue que ça m'embête profondément de ne pas être touché, et finalement c'est pas la première fois qu'un film échoue sur la thématique des vies antérieures. Je vous ai cité un nombre incalculable de ce film dans mes chroniques précédentes. Là, je pense que ce sera la dernière fois avant un bon moment. Donc dans La brume électrique de Bernard Tavernier, il y a encore l'étiquette Easy Cash, 8 €, je l'ai payé cher quand même, hein, pour un Blu-ray d'occasion. Donc c'est quand même un film qui fait près de 2 heures, hein, donc il prend plus de temps. On a aussi une histoire de vie antérieure dans le cadre d'une intrigue criminelle. On mêlait à l'enquête le drame qu'a connu enfant le personnage joué par Tommy Lee Jones, hein. Il avait assisté au lynchage, enfin pas au lynchage, il a été abattu d'une balle dans le dos d'un esclave, mais en plus de ça, on va mêler des scènes purement fantastiques où il converse avec un général sudiste. I'm General John Bell Hood, commander of the Texas Brigade, commander of the 4th Texas Cavalry, the 5th Texas Cavalry, and the 17th Texas Infantry.
Et puis aussi donc un twist à la fin, très Shining en fait, de Stanley Kubrick dans l'âme, où on le reconnaît dans une photo datant de la guerre de sécession. Bon voilà, malheureusement toutes ces couches manquent de liant en fait, dans le film de Tavernier. Ça reste quand même un film que j'aime bien, je l'aime même de plus en plus, c'est pratiquement un film que je revois chaque année. J'ai cité plusieurs fois son journal de bord, que je vais vous remontrer aussi une dernière fois. Pas à pas dans la brume électrique, ici édité chez Flammarion. Voilà, donc en plus vous avez des photos de tournage. Puis c'est très très bien écrit aussi, c'est amusant, voilà, on apprend pas mal de choses aussi sur sa collaboration avec Tommy Lee Jones. Je trouve qu'on parle pas assez de la communication entre un réalisateur et un acteur. Et sinon, j'ai aussi lu le roman à la base, donc de James Liebert, j'en ai lu plusieurs d'ailleurs, des aventures de Dave Robichaud. En fait, c'est toute une série, c'est vraiment très bien. Ceci dit, voilà, le film quand même, j'y suis très attaché parce que je trouve qu'il retranscrit parfaitement la Nouvelle-Orléans. Il y a une superbe ambiance, il y a une très belle photo, et le score de Marco Beltrami, pour moi, c'est son chef-d'œuvre. Vraiment, c'est un score que j'écoute encore très régulièrement. Et puis évidemment, Tommy Lee Jones, qui a un immense pouvoir attractif, il arrive à arracher une émotion en faisant pas grand-chose. Là où David Duchovny en fait est complètement nul. Bref, au fur et à mesure que je revois le film de Tavernier, ces couches finissent par bien s'unir en fait, à former une espèce de plaque plus homogène. La frustration s'apaise, j'ai envie de dire, et j'osais espérer la même chose pour cet épisode, et malheureusement c'est pas le cas. Je doute même y adhérer un jour, parce que si un comédien gâche le texte, même avec la meilleure photo du monde, ça reste raté. D'ailleurs, petit conseil aux petits jeunes qui veulent faire des courts-métrages, qui veulent faire du cinéma, alors c'est important de soigner la photo bien sûr, mais si vous n'avez pas les moyens d'obtenir un foudre de guerre en caméra, c'est pas grave, soignez surtout la direction d'acteur, vraiment c'est le plus important. Soignez le son aussi, très important, voilà, et puis un bon montage, et puis par ici les conquêtes, je parle de conquêtes évidemment dans les prix, pas des conquêtes féminines. Ne faites pas d'école privée aussi, ne faites pas l'ESRA. En littérature, donc j'ai pas trouvé grand-chose. Il y aurait donc de nombreuses vies, de nombreux maîtres de Brian Weiss, que j'ai pas lu, mais il semble très apprécié. C'est le témoignage d'un psychiatre qui retranscrit les séances d'hypnose d'une patiente. Cette dernière témoigne de vie antérieure et révèle des éléments sur la vie du psy et de son fils décédé prématurément, par exemple. Donc grand choc pour ce dernier, ça va lui ouvrir la voie de la spiritualité et du portefeuille, je pense aussi, parce qu'après ce livre, qui a été un succès, il a été très souvent invité sur le plateau d'Oprah Winfrey. Mais bon, je suis un grand cynique. En jeu vidéo, par contre, je suis content parce que ça me permet de vous parler de ce jeu GameCube que j'avais beaucoup apprécié, Eternal Darkness, une pépite. Alors, c'est uniquement sur GameCube, donc c'est pas tellement des vies antérieures, mais des flashbacks où chaque chapitre propose un avatar et une date historique différente, avec pour liant une héroïne qui enquête sur la mort atroce de son grand-père. Donc on est dans un survival horror intéressant, un petit peu difficile dans sa gestion des combats. J'ai tenu à le mettre parce qu'on a une ambiance qui touche du doigt en fait cette espèce de fatalité qui se répète dans le temps et l'espace, de génération en génération. Donc voilà, un jeu vraiment très intéressant et qui a beaucoup marqué ceux qui l'ont fait. Je sais pas si vous pouvez vous le procurer facilement en émulation. Je crois que d'occasion sur GameCube, il a encore que ça commence à coter quand même les jeux GameCube. Bref, on a un concept où j'ai pas réussi à trouver une variante totalement aboutie, enfin qui correspondrait parfaitement à l'épisode. On peut s'accrocher à des histoires qui ne sont pas totalement des vies antérieures, mais plutôt une variante. C'est pour ça que j'ai mis de côté ce livre-là que j'adore, donc Replay de Ken Greenwood. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on a une photo derrière, donc on dirait Timothy Dalton avec une barbe. Donc c'est un de ces livres qui m'a marqué, c'est dès le début du livre, on a le personnage principal qui décède à 40 piges d'une crise cardiaque et il revient immédiatement en arrière à ses 18 ans, comme une seconde vie en fait, forte de son expérience passée. Très rapidement, il ne fait pas les mêmes choix que le passé, il joue aux courses pour bâtir une fortune, il ne se remet pas avec la même femme, et c'est là le tragique, c'est qu'il n'y a plus de traces de sa vie antérieure, hormis dans sa tête. Il y a un passage poignant où il ne peut que se rappeler l'existence de sa petite fille, qui n'existe plus donc dans sa réincarnation actuelle, et à chaque fois qu'il arrive à ses 40 ans, il claque d'une crise cardiaque pour revenir indéfiniment à ses 18 ans. C'est une sorte de Un jour sans fin étiré sur 25 ans, quoi. Bref, un épisode écrit avec des intentions nobles, une déclaration d'amour revendiquée par Morgan, il le dit dans le grand livre d'X-Files.
Donc d'ailleurs, ça me fait marrer. Tiens, chérie, je t'ai écrit un personnage schizophrène, comme ça tu pourras faire plein de voix rigolotes. Bon, bref, un sérieux jusqu'au boutiste, voir le final pessimiste, mais même le final pessimiste de cet épisode, ça devrait être un choc, hein, avec... bon, je spoil, on s'en fout, avec la découverte de tous ces corps, mais je trouve ça aseptisé, je trouve ça trop propre, hein, je suis désolé, mais un suicide collectif par empoisonnement, bah ça devrait puer le vomi, ça devrait puer la mort, quoi, donc, où on devrait voir des mouches. Le Tio Fucci, je pense qu'il aurait tiré quelque chose... sur l'impact de cette scène. Voilà, donc dommage, bah écoutez, c'est pas grave, hein, on va passer à autre chose. À bientôt, ciao.